Salut! C'est un rabbin et un curé qui par hasard se retrouvent assis côte à côte dans un train. Alors, au bout d'un moment, le curé est peut-être un peu provocateur, enfin, peut-être un peu critique, et dit au rabbin: excusez-moi, mais il me semble que dans votre religion, le porc est interdit, n'est-ce pas? Et le rabbin répond oui, en effet. Et le curé dit: mais vous n'avez jamais été tenté d'en goûter quand même? C'est très bon. Et le rabbin dit: ah bah si, une fois j'en ai goûté pour savoir. Et au bout d'un moment, le rabbin s'adresse à son tour au curé et lui dit: je crois que savoir que dans votre religion, pour vous, le sexe est interdit, n'est-ce pas? Le curé dit oui, en effet. Et le rabbin dit: mais vous n'avez jamais été tenté de céder pour savoir? Et le curé dit: oui, j'avoue, il m'est arrivé une fois de céder à la tentation. Je descends mes escaliers. Et alors, le rabbin reprend et lui dit: c'est bien meilleur que le porc, n'est-ce pas? Ça, c'est une blague que vous connaissez peut-être, je ne sais pas. Moi, je l'ai lu, je crois, dans un polar scandinave. Je me souviens plus très bien, mais en tout cas, j'ai trouvé cette blague excellente. Et puis, on pourrait très bien remplacer le rabbin par un imam ou par un musulman, puisque l'interdit est le même. Alors, il y a un adage qui dit qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et c'est très juste. Cette petite blague gentille, en fait, bon, elle fait pas de mal, mais quand même, il y a une petite pique pour le curé. Et je me permets de la répéter parce que moi, je suis née dans une culture chrétienne, catholique. Donc, voilà, on peut rire de sa propre culture et on peut aussi la critiquer, mais pas avec tout le monde. Et je n'irai pas taper sur les gens qui sont de ma culture avec des ennemis acharnés de mon peuple. C'est même nécessaire de critiquer les siens, et soi-même par la même occasion, parce que voilà, dans toutes les cultures, il y a des torts, des défauts, des encroûtements qu'il faut corriger. Et donc il faut qu'il y ait des gens qui se collent à la critique. C'est tout à fait normal. Maintenant, faire ça avec les ennemis de son peuple, non, on peut rire de tout, on peut tout critiquer, mais pas avec tout le monde. Et voilà, je dis ça parce que maintenant je veux parler de Kamel Daoud, qui a eu un Goncourt reconnu même par tous les journalistes français comme très politique, en fait. Donc il a fait quelque chose un retournement politique qui était à son avantage et au prix d'entrer dans ce schéma qui fait que les élites, entre guillemets, parce qu'en fait ce ne sont pas des élites, mais les puissants, en tout cas ceux qui sont sur le devant de la scène en France, ils aiment bien les Arabes seulement si ce sont des Arabes qui n'aiment pas les Arabes et qui critiquent les Arabes. Et ça, c'est terrible d'entrer en collaboration avec ces personnes. Alors prenons l'exemple de deux Goncourt assez récents qui ont été obtenus par la maison Gallimard. L'un
avec Laïla Slimani, qui est une auteure proche du roi du Maroc, qui a été formée dans une école, dans un atelier d'écriture chez Gallimard, qui coûte cher, mais c'est pas un problème pour sa famille, et qui bien formate les auteurs à parler comme Gallimard veut qu'ils parlent. Bon, alors, cet auteur qui se veut féministe comme Kamel Daoud va faire des critiques sur la sexualité au Maroc, mais chez les Arabes et chez les musulmans, mais il va bien se garder de dire quoi que ce soit contre la politique du roi du Maroc. Et pourtant, il y a beaucoup à dire. Donc ce sont des auteurs qui arrangent la sphère politique française. D'ailleurs, Laïla Slimani a été nommée représentante personnelle de Macron pour la francophonie. Voilà un bon poste. Elle a eu un bon poste aussi au JO puisqu'elle a participé à l'élaboration du scénario de l'ouverture. Voilà. Bon, c'est sûr que ça rapporte d'être docile comme ça au pouvoir en place et de véhiculer des idées qui arrangent les pouvoirs en place. Et alors nous avons donc parmi ces Goncourt Gallimard, un autre auteur en vogue et qui se prétend lui aussi féministe, qui en fait n'est pas du tout féministe. Bon, en France on cache soigneusement qu'il a été condamné en Algérie il y a quelques années pour violence avec armes, et violences, coups et blessures avec armes sur sa première femme. Bon, c'est déjà pas très glorieux, pas glorieux du tout, et beaucoup de gens se sont fait éliminer du champ médiatique pour des faits pareils. Enfin, pas assez à mon goût quand même, parce que souvent on est très d'accord, j'ai des encouragements du public. Les petits gars qui sont au street workout. Et donc je disais, ouais, Kamel Daoud qui dit toujours la femme, hein. J'ai vu ses interviews, la femme. Bon, ça c'est pas du tout une façon féministe de parler. Évidemment, ça essentialise les femmes, comme si la femme était une espèce de truc intemporel, fixé dans la roche, et comme si toutes les femmes étaient pareilles. Bon. Bref. Alors, hormis ces violences physiques qu'il a pu perpétrer sur sa propre femme, on apprend aujourd'hui une histoire vraiment ignoble, une affaire que j'aurais voulu ne jamais entendre. C'est que son roman Houri, donc avec lequel il est lauréat du Goncourt et qui va se vendre partout, dont il compte même faire un film, eh bien, il le présente comme une fiction, alors qu'en fait, il a volé l'histoire d'une femme, Saada, d'une Algérienne qui a été victime d'un atroce carnage, d'un atroce attentat, et qui, depuis son enfance, est restée traumatisée, et qui, depuis 2015, se faisait suivre par la femme une autre, la deuxième femme de Daoud, qui est psy. Donc, cette femme, évidemment, Saada lui confiait tout de sa vie, de ses problèmes, sous le sceau du secret médical.
Et apparemment, elle ne respectait pas du tout le secret médical, puisque elle en a parlé à son mari et qu'ils ont essayé d'obtenir à plusieurs reprises la permission de Saada d'utiliser son histoire, et qu'elle s'y est toujours fermement opposée. Bon, il y a une vidéo où elle s'exprime, je la mettrai en lien dans la barre d'infos. C'est vraiment terrible ce qu'il a fait, parce que alors son livre se présente comme un monologue de cette femme qui raconte tous ses débats intimes, et ça rappelle quoi? Ça rappelle ce qu'elle a fait dans le cabinet de sa psy, bien sûr. On est là pour ça, quand on va chez le psy. On pourrait presque se demander s'il n'a tout simplement pas enregistré les séances pour les reprendre dans son livre. Voilà, tout le travail était mâché. Et puis surtout, il a violé l'intimité de cette femme qui ne voulait pas, qui lui avait signalé à plusieurs reprises qu'elle ne voulait pas qu'il s'empare de son histoire, qu'elle comptait le faire elle-même quand elle serait prête pour ça. Alors, je ne vais pas vous raconter le détail de son histoire. Bon, enfin, c'est une ancienne championne d'hippisme. Et après que sa famille a été complètement massacrée et qu'elle ait survécu par miracle, ayant été égorgée, elle a été adoptée par une ministre algérienne. Une femme qui a été ministre, une femme puissante. Et elle dit que tant que sa mère vivait, sa mère adoptive donc, Daoud n'a pas bougé parce qu'il savait que cette femme était puissante et qu'elle la protégerait. Mais cette femme est morte en 2020, je crois, ou 2022, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, Daoud s'est mis aussitôt alors à écrire cette histoire volée avec un cynisme incroyable, en disant qu'ils rendaient leur voix aux Algériennes, alors qu'il la lui volé. Et puis en allant ensuite s'étendre sur tous les plateaux de télévision en prétendant que les Algériennes n'étaient que des femmes qu'on mariait à 18 ans, qui ne sortaient pas, qui ne travaillaient pas, ce qu'il faut. Mais voilà, avec un mépris. Voilà, j'ai parlé déjà du mépris dans une précédente vidéo. Un mépris pour son peuple assez ahurissant, son propre peuple. Et pas pour les puissants, hein, pour le peuple. En fait, ce que font Daoud comme Slimani, en s'en prenant à la sexualité des Arabes, c'est un peu ce que fait le curé par rapport à un rabbin ou à un imam, en leur disant vous n'avez pas droit au porc, et l'autre lui répond oui, mais vous n'avez pas droit au sexe. Donc en fait ils inversent la valeur. Parce que la sexualité en Occident, dans les pays chrétiens, elle ne se porte pas mieux qu'ailleurs. La sexualité, c'est un problème pour tous les humains qui est tantôt bien géré et tantôt mal géré. C'est un problème compliqué. Et on ne peut absolument pas critiquer un groupe humain pour avoir une sexualité plus misérable que d'autres. Ça dépend des individus. Et bien sûr qu'il y a des musulmans qui ont une sexualité épanouie et saine, comme des chrétiens, comme n'importe qui, enfin. Alors que des chrétiens, on le sait très bien,
peuvent avoir une sexualité extrêmement mortifère. Bon voilà, on retrouve les mêmes problèmes partout. Et donc taper comme ça sur un groupe humain en particulier, bah c'est quoi? C'est pas seulement raciste, c'est fascisant. C'est même fasciste. Alors j'ai lu un article hier d'un journaliste algérien qui analysait très bien le comportement de Kamel Daoud en rappelant qu'il a commencé comme islamiste. Dans sa jeunesse, c'était un islamiste. Et que s'il s'est débarrassé de l'islam, en fait, il a gardé de l'islamisme le côté fascisant, le caractère dominateur, exclueur. Et c'est ce qui fait actuellement. Il est toujours en fait dans cette dynamique fasciste, parce que le fascisme s'exprime aussi bien dans le sionisme qu'il affiche aujourd'hui, l'ultrasionisme, hein, parce qu'on n'est plus au sionisme d'autrefois où Israël était à peu près dans ses frontières. Bon, il n'a jamais été dans ses frontières, mais là maintenant il y a une volonté d'expansion qui s'aggrave terriblement et qui leur fait commettre un génocide. Donc ça, évidemment, ça, il ne le dénonce pas. Au contraire, il apporte son soutien au soutien de Netanyahou. Slimani non plus ne dénonce pas ça, évidemment. Voilà, ils se fichent pas mal de leur peuple, mais bon, Slimani, elle est d'une origine très bourgeoise, hein. Donc à la limite, on comprend ça. Daoud, je pense pas, mais ça fait rien. Et il a du mépris pour le peuple. Il déclare à la télé qu'il n'y a pas de dignité dans la pauvreté. Ah, et ben, comme l'a fait remarquer un autre commentateur algérien ici sur YouTube, il y a encore moins de dignité dans la richesse. Et si, bien sûr, qu'il peut y avoir de la dignité dans la pauvreté. Et souvent, il y en a. Parce que les pauvres, souvent, c'est tout ce qui leur reste, leur dignité. Alors que ces gens-là qui sont sur le devant de la scène, qui ont tout gagné, considération des puissants, eh ben, ils ont perdu toute dignité parce qu'ils ont gagné ça comment? En prostituant leurs pensées. Ou peut-être que leur pensée est sincère. Et ça n'empêche pas qu'elle soit injuste et égoïste et aveugle. Et donc, comme dans l'histoire, la petite blague du début, dans cette affaire, on a le sioniste qui dit à l'islamiste, dans ta religion, on pratique le terrorisme. Et l'islamiste l'islamiste qui répond, dans la tienne, on pratique le génocide. Alors qu'en fait, c'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de politique. Tous ces gens se cachent derrière leur religion parce que en fait, politiquement, ils se soumettent les uns aux autres dans tel ou tel domaine. Tous ces hommes sont des soumis les uns aux autres. Ils ne sont pas soumis à Dieu, pas du tout. Ils sont soumis aux hommes, aux humains, au système de pouvoir. Et ils ne veulent pas que ça se sache. Donc voilà, ils prennent prétexte d'autres choses. Et moi je suis sensible à cette histoire de Saada dont la vie a été volée, le dossier médical volé, l'intimité violentée. Parce que tout le monde l'est, une fois qu'on découvre cette histoire. Et aussi parce que personnellement, j'ai eu avec Gallimard, donc ce même éditeur, un problème sérieux aussi. Je leur ai intenté il y a 15 ans un procès pour plagiat, mais évidemment, comme je ne faisais pas grand-chose, moi, toute seule, auteur isolé qui n'ai jamais voulu justement marcher dans les combines du milieu
de ces soumissions réciproques, eh bien, face à Gallimard, face à Solers, l'éditeur qu'on appelait dans le milieu, il est mort aujourd'hui, mais on l'appelait le parrain de ce milieu, hein, un terme de mafieux. Et bien évidemment, je n'ai pas eu gain de cause. Je crois que mon avocat que j'avais mal choisi, était en fait l'ami de tout ce milieu. Enfin bon, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais que l'avocat de Gallimard, en tout cas, a beaucoup menti au procès. J'étais dans le tribunal, j'ai entendu ça et je ne pouvais rien faire. Et c'est moi qui ai été condamnée, alors que c'est moi qui étais victime d'une vengeance, en fait, d'un plagiat qui était une violation de mon texte. Et le texte, pour un auteur qui, comme moi, écrit de façon authentique et non pas des textes trafiqués, et ben c'est son âme, c'est extrêmement intime. Et c'est une violation de l'intimité, de la même façon qu'on peut violer l'histoire de quelqu'un. Donc voilà, je sais de quoi sont capables ces gens et comment ils fonctionnent, parce que depuis ça dure toujours, avec de multiples complicités. Bon, bah ça c'est mon histoire personnelle, je la raconterai peut-être plus tard. Mais voilà ce que je pouvais apporter personnel dans cette affaire. Allez, maintenant je vais courir un peu plus sérieusement, faire mon entraînement. À plus.